Hello and welcome to Africa This Week. Quite a lot has happened in the continent over the last 7 days. Directly or indirectly, Cameroon President Paul Biya once again beat dead rumors as he returned to his country after 49 days abroad. The BRICS Summit and the Commonwealth Summit will discuss all of that in this edition. Let's get started. On Monday, the 21st of October 2024, the President of the Republic of Cameroon, His Excellency Paul Biya, returned to his country amid speculations about his health after spending 49 days abroad. Since he left for the China-Africa Forum, President Paul Biya, upon his return, was warmly welcomed by government officials, CPDM militants, and some countrymen. And contrary to speculations, the Commander-in-Chief of Cameroon's Armed Forces looked stronger than ever. Get details in this report compiled for us by Peter Golakuji. Il était un peu plus de 16 heures quand un Boni spécial a atterri sur le tarmac de l'aéroport de Yaoundé. À bord, le président de la République du Cameroun, Paul Biya, et son épouse Chantal Biya, accompagnés des membres de son cabinet civil, dont le directeur Samuel Vondoayolo. Après sa descente de l'avion, sa démarche, ses faits et gestes étaient suivis à la loupe. Le président Paul Biya a laissé entrevoir un homme dont la santé n'est point inquiétante, doté de toutes ses facultés physiques et intellectuelles. Il a donc mis fin au tribunal des réseaux sociaux, aux pilules des rumeurs sur son état de santé depuis plus de 2 semaines. Récemment, des questions s'étaient multipliées sur l'absence du chef d'État camerounais de la scène publique depuis son départ de Pékin début septembre, après le sommet du Forum de la coopération Chine-Afrique. Bien que le cabinet civil de la présidence et le ministère de la Communication aient rassuré le peuple de ce que le président de la République se porte bien, certaines personnes malveillantes ont toutefois continué d'alimenter des polémiques dessus, et pire encore, sur la capacité de Paul Biya à diriger le pays. Comme annoncé depuis quelques jours, le président camerounais est bel et bien de retour au palais de l'Unité à Etoudi, fort plus que jamais et toujours prêt à poursuivre sereinement son mandat pour le bon plaisir de ses compatriotes. Well, this is not the first time that the President of the Republic of Cameroon rises against above such rumors. Peter Golakuji, the President of the Republic of Cameroon, is indeed back to his country after spending all this time abroad. And you know, against all the rumors going around about his death, we saw a man physically upright, a fit President Peter Go. C'est déjà un ouf de soulagement, genre il faut le dire, pour l'ensemble du peuple camerounais. Le président de la République, annoncé pour mort par des personnes malveillantes sur les réseaux sociaux, est bel et bien vivant. Mais pas que, son avion a atterri au Cameroun le lundi 21 octobre à l'aéroport de Yaoundé-Simalène. Et justement, à l'arrivée du président de la République du Cameroun, Joy, on a vu un homme debout, puisqu'il est descendu de son avion lui-même. Il a marché, il a parcouru une bonne distance avant de retrouver le secrétaire général à la présidence de la République, avec qui il a échangé pendant pratiquement 5 minutes, comme pour dire à l'ensemble du peuple camerounais et à l'ensemble de l'opinion internationale qu'il est debout et qu'il est prêt à continuer sereinement son mandat. I saw that, Peter Go. I'm sure a majority of Cameroonians saw that, but I'm sure the viewers will need clarification on this issue, Peter Golakuji. During this time that the President of the Republic of Cameroon was away, there was a rumor about a certain clause on Cameroon's constitution prohibiting the President of the Republic and declaring vacancy if he stays out of the country for 45 days. What was that about? Bien sûr, George, ce ne sont que des rumeurs. Il faut d'ailleurs dire que ce sont des rumeurs qui sont très fausses. Je me permets le terme parce que le constituant camerounais ne prévoit aucune loi qui permet de constater la vacance au pouvoir 45 jours plus tard que le président de la République soit à l'extérieur du pays. Par contre, le constituant camerounais prévoit dans la Constitution 3 cas de figure pour qu'on puisse constater la vacance au pouvoir. Le premier cas étant justement le décès du président de la République, le deuxième cas étant la démission de celui-ci et le troisième cas étant l'incapacité à gouverner. Et parlant même d'incapacité à gouverner, il faut dire que dans ce cas, il faudrait qu'un médecin ait à la base établi un bilan de santé qui atteste et qui certifie effectivement que le président n'est plus à mesure de gouverner. Mais au Cameroun, ce n'est pas le cas. Le président de la République est bel et bien debout, comme on l'a démontré tout à l'heure, et poursuit son mandat sereinement, tranquillement. D'ailleurs, le Cameroun fonctionne et le Cameroun respire avec Paul Biya. Definitely, Peter Go. Thank you for that clarification. As you heard there, ladies and gentlemen, there is no law in the Republic of Cameroon that prohibits the President of the Republic from staying out of the country for 45 days and what have you, as long as he performs his presidential duties. And even if there is a vacancy, it is the duty of competent authorities, and in this case, the
the commission or the Constitutional Council to declare this vacancy. Thank you very much for being with us, Peter Gore. You're welcome, Jerry. Ladies and gentlemen, in the midst of all these rumors, it was all joy and happiness for Cameroonians as they welcomed their president. Hear them through the microphone of Richard Mbike. Son nom n'est pas encore venu, il ne peut pas mourir comme ça là. Il va mourir, qu'est-ce qui va le tuer? Il est encore jeune, il est fort, il a l'énergie. Quand tu le vois, tu sens la force dans ses bras, dans son corps. Il est là. Il n'y a rien qui va l'arriver. That our president came back from the country because we were doubting. So we thank God he's our president. So we are happy. I myself am happy for that. Notre père est venu. Les médias ont dit, c'est pas qu'il n'est plus vivant, il n'est plus si. Vraiment, comme quand j'ai suivi qu'il est revenu, moi, vraiment, j'étais très content. Parce que, quand même, c'est notre père, quand même. Et on veut qu'il soit là pour nous diriger comme il le fait. Et vraiment, c'est un ravi pour moi, c'est une fierté pour moi, en fait. Cameroonians there expressing how good they felt seeing their president after all this time he spent abroad. Up next, we talk the Ouagadougou International Arts and Craft Fair in Burkina Faso. Stay tuned. In Ouagadougou, the Ouagadougou International Arts and Craft Fair 2024, known by its French acronym CIAO, has kick-started. This year's edition will run from October 25 to November 10 at the Parc d'Exposition du CIAO in the capital city of Burkina Faso, Ouagadougou. This fair aims to be a melting pot of authentic craftsmanship of the African continent. And now live from Burkina Faso, let's join our correspondent in Ouagadougou, Dabone Sarah. Dabone Sarah, hello. If you're here, please tell us more about this International Arts and Craft Fair. Salut Joy et Mix est reparti pour la 17e édition du CIAO, le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, et nous sommes actuellement sur le site et on peut voir l'engouement. Rappelons que le CIAO est un événement biennal auquel tous les artisans et amoureux de l'artisanat venus des 4 coins du monde participent. Le CIAO est le grand rendez-vous pour les artisans africains qui commercialisent leurs produits sur les marchés nationaux et internationaux. En plus de l'organisation de la Biennale de l'artisanat africain, le CIAO encourage et facilite la tenue de manifestations artistiques, culturelles et commerciales sur son site. Please tell us, Sarah, how many days will this edition of the fair run for, and what is the theme of this 17th edition? Le CIAO se tient du 25 octobre au 5 novembre 2024. Ainsi, on a 10 jours consacrés à la célébration de l'artisanat. Et cette 17e édition est placée sous le thème Artisanat africain, entrepreneuriat des jeunes et autonomisation. Before you go, Sarah, please tell us what is the impact of this fair on the country's economy in general and on the craftsmen in particular. Tout d'abord, en attirant des visiteurs et des exposants, le CIAO génère des revenus pour l'économie locale, notamment dans les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration et des transports. Ensuite, il offre de la visibilité et fait la promotion des artisans locaux et internationaux grâce aux expositions de produits qui y sont faits. Aussi, le CIAO favorise les échanges entre les artisans, les acheteurs, les distributeurs et les investisseurs en facilitant ainsi la création de partenariats et d'opportunités commerciales. Et enfin, le renforcement des compétences car des ateliers et des formations sont souvent organisés durant le salon pour permettre aux artisans d'améliorer leurs compétences et leur savoir-faire. Thank you very much, Sarah, for these insights about the Ouagadougou International Arts and Crafts Fair from Ouagadougou in Burkina Faso. As you rightly said, this is a setting where different stakeholders can express their creativity by exhibiting their craft selected by art specialists. Are you a lover of art? You might want to make a stop at this international fair in Ouagadougou, Burkina Faso. Please stay with us. We'll be right back.
And now in Niger, the city of Agadez produces 80 tons of waste per day. In order to combat the uncoordinated waste disposal, 2 waste sorting and recycling centers have been donated to the urban municipality of Agadez by GIZ on Tuesday, the 15th of October. After receiving the keys to these 2 centers valued at about 500 million francs CFA, the administrator of Agadez municipality, Commander Asarit Al-Mustafa, recorded an interview to Global LTV in Niger. Let's listen to him on the microphone of our correspondent in Niger, Jean-Marc Bikok. Ces machines ou ces centres, du moins, nous permettront vraiment à gérer cette problématique des déchets plastiques. Et surtout, la capacité de ces machines permettront encore de recycler ces déchets pour faire encore d'autres matières telles qu'on a vu sur le terrain même, sur le lieu. Le délégataire a déjà en tout cas présenté des échantillons de produits recyclés de ces déchets plastiques qui sont des tables-bancs, des dalles pour les toilettes et d'autres aussi granulés qui serviront comment on appelle ça, à fabriquer d'autres matières plastiques et même métalliques. Parce qu'en dehors des métalliques aussi, il y a les canettes, il y a les bouteilles, il y a tout ce qui est, en tout cas, caoutchouc, que ces centres nous permettront aussi aux délégataires de fabriquer d'autres objets qui seront utiles pour la population et pour l'usage quotidien. Well, after this interview, our correspondent in Niger, Jean-Marc Bikok, took deeper interest in this subject and compiled the following report. Située au nord du Niger, la ville d'Agadez est majoritairement peuplée de Touaregs. Plusieurs monuments historiques tels que sa grande mosquée et le monument de la croix d'Agadez attirent souvent une pluralité de visiteurs. Porte d'entrée du grand désert du Sahara, Agadez produit par jour 80 tonnes de déchets, ce qui a suscité au sein de la commune urbaine de la ville la création des centres de tri et de valorisation de déchets. Sidi Mohamed, responsable du centre de Damaganet, nous dit comment ça marche. Vous avez le compacteur avec un système hydraulique de type industriel. Donc cet engin nous permet de compacter plusieurs catégories de déchets. Ça peut être le plastique, ça peut être le verre, ça peut être les canettes. En tout cas, tout ce qu'on ressort de valeur au niveau de la trieuse ou dans le compartiment de réserve, on vient pour le compacter ici, pour que ça soit de manière définitive une matière primaire organisée. Donc à la sortie de la trieuse ou bien à la sortie du compacteur, donc à la sortie du compartiment de réserve, une fois le déchet arrivé ici, il devient la matière primaire de valeur. Donc à partir de ce point, on a la matière primaire de valeur. Donc ce compacteur que vous voyez, il a un système hydraulique qui lui permet de faire le compactage. Il peut prendre jusqu'à 500 voire 600 kg de déchets compactés. Il nous permet vraiment une bonne gestion de ces déchets parce qu'avec ça on peut faire des ballons. Comme vous allez voir dans les ballons de 110 kg, 110 kg, ce sont des exemplaires. Ça veut dire qu'au besoin, on peut faire des petits ballons. À la valorisation des déchets, la ville d'Agadez est aujourd'hui l'une des villes les plus propres du Niger. Avant qu'il n'y avait pas la gestion des déchets, la ville d'Agadez était mal organisée. Il y avait trop de déchets, c'est sale. Par rapport à aujourd'hui que ce projet est mis en place, et tout a changé. Il y a une bonne gestion. La ville est devenue très propre. Et vraiment, avec ces projets-là, nos jeunes ont pu trouver un emploi. Il y a la réduction du chômage. Rien ne se perd, mais tout se transforme. Agadez, une ville très propre qui aujourd'hui, grâce à la valorisation des déchets,
permet à de nombreux jeunes de travailler, de gagner de l'argent et à plusieurs femmes d'être financièrement autonomes. C'est ainsi que se présente dans la ville d'Agadez la valorisation des déchets. Les femmes s'occupent à longueur de journée, aident leurs familles grâce à cette activité. Elles collectent les déchets partout dans la ville. La ville est désormais propre. Agadez qui produit 80 tonnes de déchets par jour. Et ces femmes aujourd'hui ont de quoi vivre, une activité génératrice de revenus et qui permet à la ville d'être propre. Marc Silva Bikok depuis la grande mosquée d'Agadez pour Global LTV Niger. Thank you very much, Jean-Marc Bikok, all the way from Niger. Just to mention that the local administrative authorities of Agadez are calling on the collaboration of the local population and the administrators to successfully run these two centers and dispose waste in a coordinated manner. Ladies and gentlemen, you're watching Africa This Week. We'll be right back. And now let's go to the Democratic Republic of Congo, where the first edition of the Professional Training Fair has opened in Kinshasa. The goal is to strengthen the professional training sector in the country, where the majority of young people are unemployed. Get the full story with Global LTV's correspondent in the DRC, Yves Maëlé. C'est sous la thématique formation professionnelle levier de développement du capital humain et de la croissance économique de la République démocratique du Congo que la première édition de la foire de la formation professionnelle s'est ouverte ce jeudi 24 qui va s'étendre jusqu'au samedi 26 octobre 2024, soit 3 jours dans l'enceinte de l'Institut pilote des sciences de santé, en présence d'un parterre d'invités, les sénateurs, les députés nationaux, les membres du gouvernement ainsi que les vice-gouverneurs de la ville-province de Kinshasa. La cérémonie d'ouverture a été marquée par quelques allocutions, notamment les mots de bienvenue du comité d'organisation, celui du bourgmestre de la commune de Kassavubu, le directeur général de l'Office national de l'emploi qui a présenté son organisation a salué l'initiative de la création de cette foire par le ministre de la formation professionnelle qui a même songé à offrir une tribune d'expression à l'ONEM. Il faut dire que l'ouverture de cette foire est un pari gagné pour le ministre de la formation professionnelle, Maître Marc Ekila, qui a indiqué que cette foire, dont l'objectif principal est de vendre le secteur de la formation professionnelle, vise donc à susciter un intérêt particulier au profit des secteurs clés du développement, comme le veut le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en quête de la création d'emplois. Et ceci passe nécessairement par la formation d'une main-d'œuvre qualifiée. L'instauration de la foire de la formation professionnelle auprès de toutes les couches de la population, elle entend démontrer que ces domaines ne concernent pas que le décalé, le refoulé ou le raté du système éducatif classique, mais elle concerne tous les domaines et secteurs de la vie nationale. La formation professionnelle est à la fois manuelle et intellectuelle. À son tour, dans son mot de circonstance pour le lancement des travaux, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, au nom de la première ministre Judith Suminwa, a ouvert la première édition de la foire de formation professionnelle. Au nom de son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, je déclare donc ouverte la première édition de la foire de la formation professionnelle dans notre pays. Présents à la foire, les exposants ont salué cette initiative, s'est dit prêt à accompagner le ministère de la formation professionnelle en formant gratuitement ceux qui veulent être formés, a affirmé la Fondation HG. Plusieurs stands de centres de formation, dont ceux de privés, vont exposer durant cette foire avec comme opportunité des adhésions au choix ouverts aux jeunes désireux d'apprendre de métiers. Ceux-ci ont la possibilité de s'enregistrer en vue de souscrire à une filière de leur choix et c'est gratuit grâce à l'apport de partenaires.
All the way from the Democratic Republic of Congo. Thank you very much, Yves Maile, for that insightful report. It is important to note that more than 4,000 young people have already taken advantage of this opportunity to discuss the latest advancements in training and Congolese expertise. Coming up after the break, we talk the Commonwealth Summit. Stay tuned. Over the weekend, Commonwealth leaders gathered in Samoa for the biennial Commonwealth Heads of Government meeting. At the summit, a demand that the United Kingdom pay reparations for its role in the transatlantic slave trade resurfaced. Colombe Katal tells us more. À l'ordre du jour du vendredi 25 octobre 2024 au sommet du Commonwealth, la question de la justice réparatrice pour la traite des esclaves a été posée. Les représentants des pays du Pacifique et d'Afrique, ex-colonie britannique, ont demandé que la Grande-Bretagne reconnaisse son rôle dans cette industrie de honte. C'était notamment le cas des îles Samoa qui abritaient le sommet et les Bahamas, dont le Premier ministre Edward Davis a exigé une compensation financière ou alors une amende honorable pour des humiliations subies. Voilà un point qui n'est pas allé sans secousse, tant le roi d'Angleterre Charles III a passé outre cette demande. Pour lui, ce n'est qu'une histoire qui relève du passé. Aucun d'entre nous ne peut changer le passé, mais nous pouvons nous engager de tout cœur à en tirer les leçons et à trouver des moyens créatifs pour corriger les inégalités qui perdurent. L'objectif du Commonwealth, d'après le souverain britannique, est d'inscrire cette organisation dans la modernité. Une réaction qui, bien sûr, n'est pas du goût de plusieurs membres de cette structure. Le Royaume-Uni, qui avait essayé d'éviter ce volet, devrait donc s'attendre à le voir revenir aussi longtemps que ne seront pas faites officiellement par lui des excuses pour ce commerce tragique. Well, dear televiewers, for clarity purposes, Colombe Katal joins us now. Please tell us, Colombe Katal, this issue of compensation for slave trade shook tables during the recently ended Commonwealth Summit. According to you, what was its significance? Bien sûr, Joy, la plupart des sujets ont été abordés comme celui du changement climatique avec une certaine sérénité. Mais ce n'était pas le cas de cette épineuse question du changement climatique qui a été abordée avec une passion, je dirais, exacerbée. L'Afrique, les Caraïbes, mais aussi les pays du Pacifique ont une histoire en commun, celle de l'esclavage. Mais ces derniers, mieux que les Africains, ont, en l'occurrence les Samoa, qui d'ailleurs sont ceux qui abritaient ce sommet, mais aussi les Bahamas, insister pour que le Royaume-Uni, n'est-ce pas, puisse répondre de ces actes-là. Ils ont exigé une compensation financière ou tout au moins une amende honorable. Mais ce qu'il faut relever, Joy, le souverain Charles III, n'est-ce pas, qui en passant est à ce titre pour la première fois aux côtés des 56 États, a foulé carrément aux pieds. Pour lui, la question de l'esclavage est aussi vieille que le temps et qu'il n'est pas nécessaire d'y revenir. Il considère ces États, qu'ils soient d'Afrique ou du Pacifique, sous un prisme nouveau, celui de la modernité. Et ce qui est vraiment très très désolant de savoir, surtout lorsqu'on sait le rôle que la Grande-Bretagne a joué dans la question de la traite négrière et qu'en 2024, elle ne soit pas capable, n'est-ce pas, d'accepter officiellement ou de présenter officiellement les excuses à ses descendants d'esclaves. Well, Colombe Katal, it is important to note that British Prime Minister Keir Starmer on Saturday said that there had been no discussions about money at the meeting, adding that his country's position is very clear. His remark is seen as a suggestion that Britain is seeking options for reparations other than what would be an immense sum of cash payments. Thank you very much for being with us, Colombe Katal. Au plaisir, Joy. Dear televiewers, we'll be right back. Welcome back. As the global economic landscape continues to evolve, the BRICS nations have made a significant move, launching what is known as BRICS Pay, which was unveiled during the BRICS Business Forum on the 17th to the 18th of October, and now launched during the recently ended BRICS Summit. Blandine Jinka digs deep into this issue. The BRICS nations have launched BRICS Pay,
a new payment system aimed at reducing dependence on the US dollar. Unveiled during the recent BRICS Business Forum, this revolutionary system is poised to reshape global economic dynamics. Notably, the upcoming BRICS Summit, scheduled for October 22nd to 24th, will witness the first ever demonstration of BRICS Pay. This landmark event also marks the first meeting of the expanded BRICS bloc following the recent inclusion of new member nations. The BRICS Pay system promises to increase economic cooperation and trade among member nations while challenging traditional financial power structures. Its potential impact on international commerce and global economic cooperation will be closely watched. The BRICS Summit, a pivotal event in the global economic calendar, will provide valuable insights into the implementation and implications of BRICS Pay. As the world grapples with shifting economic power dynamics, the BRICS nations' bold initiative has sparked widespread interest. Blandine Jinka is right here to give us more precisions on the BRICS Summit, which ended on October 24. Blandine, please tell us what made this particular edition so significant. Thank you, Joy, for this opportunity once more. Now, you'll note that this summit, first of all, that took place from the 22nd to the 24th of October 2024 in Russia, was marked as a very significant event. First of all, was because all the members that joined, the new members that joined, were present at this summit. And I'm talking about countries like Egypt, I'm talking about countries like Ethiopia, countries like Iran, and of course United Arab Emirates. Well, Blandine, we've talked about the new members, the attendance of new members, and also the BRICS Pay. Please tell us, what is the BRICS Pay and how does it function? Okay, yeah, the BRICS Pay actually is a new payment system. You know, many people think that it's kind of like a war setup, but no, it's actually a payment setup that is going to ease payment around the globe and also reduce dependence on Western payment systems. So we're no longer going to look at the SWIFT, but we're also going to look at BRICS Pay. You know, and it's something that I think is going to revolutionize payments as far as, you know, payments across the continent or across the globes are concerned. Very detailed, Blandine. Thank you so much. Thank you very much. Other reforms of the just ended BRICS Summit include UN Security Council reform, commitment to multilateralism and international law, peaceful resolutions to conflicts citing Africa, Ukraine, Palestine, and the Middle East, combating terrorism, just to name but these. Ladies and gentlemen, coming up, we talk sports. And in sports, over the last few days, Addis Ababa has been the scene of intense activity with a series of pre-Congress meetings, including sessions devoted to the zonal unions and the CAF Executive Committee for this 46th General Assembly, with many leading figures in African soccer present to discuss ways and means of developing the game. The meeting took place on the 22nd of October. Paulines Outou. C'est sous la direction du président de la Confédération africaine de football et du secrétaire général que les travaux de la 46e édition de l'Assemblée générale de la CAF se sont déroulés. Cette rencontre représente un moment phare pour le football africain. Présents aux travaux, les délégués des associations membres de la CAF, des unions zonales et des figures éminentes du football mondial. Un des points essentiels de cette assemblée, la présentation du rapport d'activité pour l'exercice 2023-2024, ainsi que le rapport financier et le budget prévisionnel pour l'année 2024-2025. Patrice Motsepe a mis en avant les accomplissements majeurs de la Confédération au cours de l'année écoulée. D'énormes progrès ont été réalisés et les chiffres et les résultats le reflètent. L'un de nos objectifs était de faire en sorte que le football africain soit passionnant. Il est attrayant pour les spectateurs, les fans de football et les téléspectateurs du monde entier.
Lors de la dernière édition de la CAN, 1,4 milliard de personnes dans 175 pays ont regardé le foot africain parce qu'il est passionnant. Il a également évoqué les nouvelles initiatives visant à encourager la croissance et à attirer des investissements dans le football africain. Nous avons dû agir immédiatement pour stopper l'hémorragie et résoudre une série de problèmes financiers majeurs. La situation financière de la CAF était extrêmement critique. En parallèle, il était indispensable de mettre en place une gouvernance solide, d'introduire des pratiques éthiques et de garantir la transparence avec des audits conformes aux standards internationaux. Un fait marquant à l'issue de cette assemblée générale, la suppression de la limite d'âge de 70 ans au poste de la présidence de l'organisation. Il est à noter que Patrice Motsepe est âgé de 63 ans. Let's now welcome Paul Ines Otu, who covered this story. Hello, Paul. What were the major points of discussion during this 46th General Assembly of CAF? Il faut dire que cette 46e Assemblée générale de la Confédération africaine de football a été axée sur plusieurs orientations. Premièrement, l'évaluation des compétitions sportives. On parle des Coupes d'Afrique des Nations, mais également des compétitions de clubs. Et puis, un autre point essentiel, des initiatives afin de promouvoir le football féminin en Afrique, également les formations des entraîneurs, et sans oublier le développement des infrastructures sportives. Well, Paul Ines, at the end of this General Assembly, what were some of the resolutions that were taken? Alors, il faut dire que plusieurs résolutions ont été prises, mais celle qui retient notre attention, celle justement visant les mesures à prendre pour promouvoir le développement du football féminin. Cela passe par l'organisation répétitive ou encore de plus en plus des compétitions sportives en ce qui concerne les femmes et surtout la médiatisation autour de ces compétitions. Eh bien, on saurait parler de résolution sans évoquer le report de l'âge limite pour être président à la Confédération africaine de football qui est désormais de 70 ans. Eh bien, je sais qu'il y a une question qui brûle aux lèvres de nos téléspectateurs, celle de savoir si Patrice Motsepe est candidat à sa propre succession. Eh bien oui, il faut le dire, il est donc candidat pour être encore président de cette Confédération africaine de football. Il y a également d'autres candidatures qui sont évoquées, mais jusqu'ici, elles ne sont pas encore confirmées, notamment celle de Samuel Eto'o-Fils. Thank you very much for joining us, Paul Ines. Merci. Well, televiewers, one keynote during this whole CAF General Assembly, 46th General Assembly, is like Paul Ines said, the question of presidency, and Patrice Motsepe, he's running again, and his mandate so far has been characterized by positive achievements in African football. He has revived so many competitions, so many African football competitions. Under his reign, sports analysts claim that he has greatly reduced CAF debt and a lot more. Will he win again? Yes, on the ground. Ladies and gentlemen, we have come to the end of this edition of Africa This Week. We want to thank all our correspondents, Jean-Marc Bicok from Niger, Dabone Sarah from Burkina Faso, Yves Maile from the DRC. On behalf of the entire team, thank you so much for staying with us. Keep watching Global LTV.